Avant d'écouter votre épisode, je me permets de vous parler de quelque chose. En septembre, je lance officiellement mon studio créatif pour aider les indépendants et les entreprises à créer leur contenu et plus précisément leur podcast. En ce sens, si ce projet est dans un coin de votre tête, j'aurai besoin de 5 minutes de votre temps pour répondre à mon enquête qui se trouve dans les notes de l'épisode. Merci infiniment par avance. Bonjour et bienvenue sur Histoire de Dubaï, le premier podcast francophone sur Dubaï et sa région. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également tout de suite été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-État. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les malls, voile obligatoire et j'en passe. J'ai donc décidé de montrer une autre image de Dubaï à travers plusieurs formats d'épisodes. Des interviews des francophones qui y vivent et ou entreprennent dans tous les domaines, des reportages en insider, mais également des chroniques culture ou lifestyle. Si vous aimez le podcast, la meilleure manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes, d'en parler autour de vous ou de partager votre épisode préféré en story Instagram. Aujourd'hui, je suis avec Salia Hadj Djilani, journaliste globe-trotteuse de passage à Dubaï. Bonjour Salia. Bonjour Noah. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui sur le podcast pour une interview un petit peu particulière puisque aujourd'hui, tu n'as pas entrepris à Dubaï, mais tu entreprends, on va dire, au sens large dans ta vie et tu es de passage à Dubaï depuis quelques semaines. Donc, c'est une autre vision que tu vas nous apporter. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Salia Hadj Djilani, je suis journaliste dans le tourisme depuis une bonne dizaine d'années maintenant, ça ne me rajeunit pas, mais le temps passe si vite quand on voyage. Et donc oui, en gros, je travaille pour différents médias dans le tourisme, essentiellement Le Petit Futé, mais aussi Tourmag, qui est un site de tourisme qui s'adresse beaucoup aux professionnels du tourisme, c'est le premier en France, beaucoup de gens qui se connectent. Donc là, on peut lire tout ce qui est tour opérateur, agence de voyage, réceptif, et aussi des articles sur les destinations. Et plus récemment, donc, je me suis mise à travailler pour un tout nouveau site qui va sortir au printemps. C'est un partenariat avec Le Petit Futé et en fait j'interviewe les responsables de zone. Ça s'appelle Fair Move. C'est fondé par le directeur de Easy Voyage, mon ancien directeur, qui est Jean-Pierre Nadir, qui est une personnalité dans le tourisme. Et donc là, c'est un site du tourisme, disons, beaucoup plus dans l'air du temps, dans le sens où suite au Covid, il y a eu une prise de conscience avec tout ce qui est développement durable, pollution, etc. On s'est rendu compte quand même que c'était bien finalement de ne pas tant voyager que ça ou de voyager de façon responsable. Donc ça va être un site qui parle plus de tourisme éthique, responsable et même les hôtels qui vont être sélectionnés, ça va être dans cet état d'esprit-là. Donc voilà, je fais des interviews en fait sur chaque destination avec les responsables de zone. Donc il y a ma petite photo et en gros le responsable de zone qui raconte en 3 questions à chaque fois la destination avec cet angle-là du tourisme responsable et durable. Donc ce sera un site où on pourra réserver ses hôtels, etc. Donc il y a ça, et puis je m'occupe pour Le Petit Futé de plein de choses. J'ai écrit une centaine de guides depuis tout ce temps-là, dans le monde entier. Après j'ai des spécialités. Hawaï, que j'ai créé en fait en 2008, j'ai créé le premier guide sur Hawaï, le premier guide français. Génial. Parce que j'avais une passion pour Hawaï, et voilà. J'étais déjà allée, ça a commencé comme ça. Et aussi j'écris la Floride depuis 10 ans, chaque année je passe un mois, pardon. Et Miami, Cuba, Paris, puisque j'habite à Paris, quand même une partie de l'année. Mais je suis originaire du Var, donc de Hyères, où je suis née. Et j'habite à Paris depuis longtemps. Et donc j'écris aussi une partie du guide Var. D'accord, génial. Là en ce moment, comme je suis à Dubaï depuis plusieurs semaines, comme tu l'as très bien dit, je suis en train de créer un tout nouveau guide qui sortira en juin, qui est le guide du travailleur nomade. On a sélectionné, on va dire, une quinzaine de destinations dans le monde, dont Dubaï. Donc c'est des destinations où on prend plaisir à s'expatrier un certain temps, peut-être quelques mois, voire un an dans certains cas. Et c'est des destinations où en gros, on va à la fois allier plaisir et travail. Typiquement comme là, je suis en train de le faire puisqu'on est sur une terrasse au Canopy Hotel, donc, qui fait partie du groupe Eaton, donc dans le quartier d'Alsif.
Et une terrasse quand même avec piscine, avec vue sur le Burj Khalifa. Et c'est un peu mon bureau en ce moment. Et franchement, c'est génial, ça m'inspire, ça me permet de travailler de façon décontractée. Et en cette période de pandémie, je me suis dit que c'était bien de s'expatrier à Dubaï parce que c'est un des rares endroits ouverts encore aux gens qui veulent voyager et qui peuvent se poser sans se sentir trop oppressés par la pression Covid. Puisque vraiment, ce que j'apprécie ici, c'est qu'on a les masques, ok, il y a les distances, ok, mais tout le monde respecte. On n'est pas à se battre avec un type qui dit non, je vais pas mettre les masques, c'est un complot. Quand même, en France, il y a beaucoup ça, je t'avoue. Et donc, on n'a pas ça, on a la beauté, on a la propreté. Tout est désinfecté. Ça fait plus d'1 mois que je suis là avec une petite semaine où je suis partie aux Maldives. Il m'est rien arrivé, j'ai pas été malade. Je veux dire, faut arrêter. Ça se passe très bien. Et le Covid, de toute façon, il est partout. Alors autant être à Dubaï où il est mieux géré, je trouve. Exactement. T'as tout à fait raison. Et j'ai juste envie de refaire un petit retour en arrière pour savoir comment tu es tombée comme ça dans le voyage et comment tu t'es pris de passion pour le voyage. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Alors, exactement. Alors, je vais te raconter toute ma vie. Alors, je suis Naya, le palier dans le bar. J'ai perdu l'accent, mais quand je repars, il revient. Donc après, ça fait des petits... C'est comme si je déraillais à Paris. Je reviens avec l'accent, mais qu'est-ce qui lui arrive ? En fait, je suis très parisienne parce qu'à mes 18 ans, je suis partie à Paris. En fait, l'histoire, c'est que j'ai toujours adoré voyager. Mais c'est un truc, je pense que c'était en moi. Je me l'explique parce que j'ai réfléchi à ça. Bon, j'ai jamais fait de psychanalyse, mais je me la suis fait à moi-même. Donc en fait... si tu veux, je suis d'origine algérienne, mes parents c'est des immigrés, ils sont arrivés en France, voilà, je suis née, mes sœurs sont nées, mes frères aussi. Et en fait, on allait tout le temps en Algérie l'été parce que ma mère est très très attachée à l'Algérie, c'est un pays magnifique d'ailleurs. Encore pas trop ouvert au tourisme, mais qui est pour moi le plus beau du Maghreb. Hein. Je connais pas, il faut vraiment que j'y aille. La liste c'est des Z, c'est Jazaïr, on dit des Z. Hein. D'accord. En esprit, les Algériens ne sortent jamais sans leur drapeau, c'est pas vraiment une légende. C'est vrai. Ils sont très nationalistes et donc du coup, en fait, on allait tout le temps en Algérie. Ma mère, en fait, elle était tellement contente de retrouver sa mère, sa famille et tout. Je sais pas, du coup, très jeune, j'ai pris l'avion, mais vraiment très jeune quand j'étais bébé. Et j'adorais partir parce qu'en plus, il y avait cette espèce d'exaltation, je pense, de mes parents qui adoraient retourner là-bas parce qu'il y a la nostalgie du pays, comme tous les immigrés. Et puis après, je sais pas, ce dépaysement, j'adorais. Et je revenais, bien sûr, j'adorais aussi la France, hein. Mais cette double culture, je l'avais de toute façon. J'en suis très fière et pour moi, voilà, je suis aussi française, aussi bien française qu'algérienne. J'ai deux cultures, même si j'ai découvert l'Algérie tardivement finalement, parce qu'on est toujours chez ma grand-mère et tout. J'ai découvert en écrivant le guide sur l'Algérie, parce que j'ai oublié de te dire, j'ai écrit le seul guide sur l'Algérie dans le monde. Et c'est un travail de titan parce que l'Algérie et la France n'a pas toujours été simple. Hein. C'était quand même une colonie, une guerre, donc c'est un travail presque de diplomatie qu'il a fallu faire avec l'ambassade d'Algérie en France, parce que ça se passe très bien. Mais voilà, on écrit avec beaucoup de réflexion et d'attention sur l'Algérie parce que bon, il y a une histoire assez lourde. Et en ce moment, Macron travaille beaucoup là-dessus avec Benjamin Stora. Il y a beaucoup de reconnaissance sur la souffrance du peuple algérien. Je trouve ça d'ailleurs très bien. Et donc, tout ça pour te dire que j'adorais voyager toute petite et que le plus dingue, c'est qu'à 18 mois, j'ai pas marché en France, que moi j'étais très très lente à marcher. J'ai marché à San Remo en Italie. Parce que mes parents, ils allaient tout le temps, puisqu'on était dans le Var et en Italie. Et ma mère, elle a cru que j'étais une gogole. Elle s'est dit, mais cette fille ne marchera jamais. Comme je me suis dit de ma fille. Donc du coup, j'ai mangé des pâtes, je te jure, l'histoire c'est ça. Et ma mère me le raconte, évidemment, j'en ai aucun souvenir. Et je me suis mise à marcher toute seule sur la promenade de San Remo. Ah bah dis donc, c'était un signe quoi. Je pense que j'ai toujours été bien à l'extérieur finalement, c'est fou, dans un autre pays. Et je me sentais bien, donc c'est quelque chose qui est en moi en fait. Qu'est-ce qui te plaît justement dans le fait d'être ailleurs ? C'est que je pense que je suis une fille très curieuse. Ça c'est un truc qui m'a des fois joué des tours. Mais j'ai toujours été très très curieuse. Et j'adore être à l'extérieur, j'adore découvrir d'autres univers, d'autres personnes. Je veux dire, je suis jamais mal à l'aise dans un autre pays. Au contraire, ça va me foutre une adrénaline et je vais être bien. Après, je peux très bien être chez moi et casanière pendant 2 mois. Et pendant le confinement 1, je l'ai fait. C'est plus dur, mais je l'ai fait. Et voilà, mais je veux dire, ça, je trouve que le voyage enrichit et il permet vraiment de se trouver, de savoir qui on veut être vraiment et qui on est vraiment. En fait, souvent, je préfère voyager seule qu'avec des gens, ou alors de la famille, bien sûr, des proches, parce que je trouve que quand on est avec des amis, finalement, on est dans son petit cocon et on ne va pas casser la glace, on ne va pas aller voir les autres comme on le ferait seul, ou les autres ne viendront pas vous voir, donc ça fait une barrière. Donc déjà c'est ce que ça m'apporte. Et pour revenir à ma petite vie, là, donc quand j'étais en CM2, après j'ai fait un voyage à Paris, et je me suis dit, en 11 ans, je te promets ça c'est des dates, je veux vivre à Paris. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait des études, j'étais une très bonne élève, je veux dire franchement, sans toute modestie. Et donc à 18 ans, je suis partie faire une prépa
une Hippocagne et une Cagne à 11 ans et j'ai adoré la Tour Eiffel. Je me suis dit je vais habiter dans cette ville. Mais en fait, moi mes parents, hors de question qu'ils aillent à Paris, ça les intéressait pas. Surtout quand t'es dans le Var, tu vas jamais aller habiter à Paris, tu détestes. Ouais. Et donc je me mets cette idée en tête et alors après, comme j'étais une bonne élève et tout ce que tu veux, j'ai eu la possibilité de faire une Hippocagne et une Cagne à Fénelon. Donc je suis partie à Paris uniquement pour ça parce que je pouvais pas, si tu veux, m'expatrier avec les systèmes d'académie. Je devais aller à Nice normalement faire mes études et le seul moyen pour que je parte vraiment loin c'était finalement de faire ça et un prof me l'avait suggéré. Donc à 18 ans j'ai vraiment beaucoup étudié, c'était horrible, c'était dur l'Hippocagne et la Cagne. Après ça m'a donné une formation pour toute ma vie, notamment pour écrire, c'est-à-dire que j'ai une capacité à écrire sur tout et vite. Et ça m'a formé l'esprit. Ensuite j'ai pas normal sup honnêtement le concours, je m'en foutais un petit peu, j'étais pas une bête à concours, c'est plus parce que je voulais apprendre plein de choses, que tu as toutes les matières en prépa. Ensuite, j'ai eu l'équivalence avec la Sorbonne et j'ai fait la licence à Paris 4 en maîtrise et tout. Je me suis dit, tiens, je voudrais bien en fait pas être prof parce que j'étais partie pour passer la Greg. Et c'était pas mon truc, c'était trop pour le coup classique. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer à m'intéresser peut-être au journalisme de plus près parce que c'est quelque chose qui me trottait dans la tête. Parce que j'ai toujours été curieuse, toujours aimé voyager. Et j'ai fait des stages dans l'audiovisuel. Donc j'ai passé comme ça 1 an à M6. Après, je suis allée à Énergie, j'ai fait un peu RFI. Et je savais pas trop et finalement je me suis retrouvée dans des boîtes de prod et notamment j'ai travaillé pour une émission longtemps parce que j'aime bien les animaux qui s'appelle 30 millions d'amis qui a disparu maintenant mais ils ont toujours le magazine 30 millions d'amis et la fondation. Et après, pendant que j'étais là-bas, je me suis quand même tout de suite sentie au bout d'un moment un peu enfermée, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. C'était un peu une émission en fin de course d'ailleurs, quand je suis partie 2 ans après ça s'est arrêté. Et j'ai commencé à regarder, comme j'ai toujours voyagé pendant tout ce temps-là, j'ai pas précisé, mais je suis allée partout dès que j'avais des vacances, un peu de sous étudiant, je partais au Mexique 1 mois, je partais à Hawaï, il fallait absolument que je voyage, c'était pas possible autrement. C'est pas toujours raisonnable, mais je le faisais. Et donc, quand j'étais dans cette boîte de prod, je me suis dit, tiens, il faut que je me reconvertisse, il faut que je fasse autre chose, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Alors il y avait des trucs de télé-réalité qui commençaient à bien se développer, mais ça m'intéressait pas. Donc j'avais des propositions d'audiovisuel, mais c'était pas mon truc. Donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Je me suis dit, mon rêve, c'est d'écrire des guides de voyage. Donc, dans ma tête, il faudrait que je fasse ça un jour. Moi, je savais pas. Et quand j'étais en boîte de prod, je voulais retourner à Hawaï sur mes vacances. Parce que j'avais pas fait tout l'archipel de façon assez fouillée, j'en ai fait qu'une partie. Et je commence à regarder vraiment l'histoire, c'est ça, sur le site du Petit Futé. Et à l'époque, ils cherchaient vraiment des gens, ils mettaient des petites offres sur certains guides où ils avaient du mal à trouver des auteurs. Parce que c'était des guides un peu niche, très très loin. Et ils cherchaient quelqu'un pour écrire le guide Hawaï. Alors que moi, en fait, quand je suis allée sur le site, je cherchais un guide Hawaï. Je leur envoie un mail. Et à l'époque, c'était Patrick Marin qui s'occupait du recrutement des auteurs à l'international. Et en fait, il me rencontre, on s'entend très bien. Et il me dit, écoute, je sais que t'es en CDI, c'est compliqué, tu peux pas comme ça te plaquer. Je te donne 1 an, t'écris le guide, tu te débrouilles, tu pars sur tes vacances. Bon, grosse opportunité. Et je pars, effectivement. Et là, je me rends compte que j'adore ça. C'est un travail de titan. Attention, c'était une création. Et c'était un bouquin, je sais pas, de 300 pages. Waouh, il n'y avait rien eu en français, il existait d'autres guides, mais évidemment, on n'a pas le droit de... On s'inspire, mais c'est interdit de copier. Bien sûr. Des adresses. Donc en fait, c'est comme si tu partais de zéro, avec quand même des sources d'infos diverses et variées. Et justement, quel est ce processus de travail pour écrire un guide? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu procèdes? Alors, c'est un gros boulot. Alors, comment tu fais? En fait, c'est un mix. Il y a ton ressenti, bien sûr, ce que toi, tu vas découvrir, mais c'est un guide qui doit s'adresser à tout le monde, à toutes les cibles. Pas que aux gens, moi je suis célibataire, j'ai pas d'enfants, pas que à la cible, moi-même on va dire. Donc il faut penser aussi aux familles, il faut penser aux personnes âgées, il faut penser aux sportifs, il faut penser aux gens qui aiment plus tout ce qui est bien-être. En fait, tu dois penser à tout le monde. Donc ça t'oblige déjà à sortir un peu de tes petites problématiques. Mais ça, tu peux le faire assez facilement. En fait, le plus difficile, c'est finalement de sélectionner les adresses et de créer vraiment un guide qui soit en adéquation avec la destination et aussi avec ce que va rechercher le touriste. Donc finalement, c'est toute une structuration. Tu dépends d'une charte éditoriale du Petit Futé, mais tu dois aussi trouver les bonnes infos, vérifier tes infos. Et donc, ça, tu es sur place, mais tu peux pas tout faire. Donc, tu dois travailler aussi bien avec les locaux. Moi, ce que je fais, c'est que je suis vraiment... Ça, c'est pour le coup, c'est dans ma nature. Je suis vraiment en immersion. C'est-à-dire, je vais me balader comme si j'étais une locale et je vais rencontrer des locaux. Et en fait, très rapidement, je vais rencontrer, je sais pas, un serveur qui va me parler de son pote qui a un resto, qui va me parler de son ami qui est expatrié. Et de là, j'arrive à tisser une espèce de toile qui me permet d'avoir un maximum d'infos, mais vraiment en lien avec le tissu local. Et à partir de là, j'arrive à avoir les vraies adresses. Pas les adresses attrape touristes que, effectivement, l'office de tourisme va me donner.
Et il faut savoir aussi que les offices de tourisme sont souvent maqués, entre guillemets, avec des établissements qui les payent à l'année pour leur promotion. Donc attention au piège de faire la promotion de ce que veut l'office du tourisme, parce que finalement, eux-mêmes, ils ont intérêt à faire cette promotion-là. Donc du coup, on arrive avec toutes ces informations-là diverses et variées à finalement faire un guide qui a du sens pour tout le monde et qui vraiment respecte l'identité du pays. C'est très important, parce qu'en fait, le Petit Futé, ce que j'aime bien chez eux, c'est que ils sont pas dans le côté, j'ai envie de dire, franchouillard que peuvent avoir certains guides, avec l'envie d'imposer un point de vue français sur la destination. Ils vont vraiment s'intéresser à l'authenticité de la culture, du pays, sans jugement. Bien sûr, il y a des choses, le droit de la presse n'est pas respecté, le droit de la femme, le droit de l'homme, le droit de l'enfant, on le dit, bien évidemment. Mais on va pas calquer un point de vue franco-français, et ça j'aime bien, parce que du coup ça leur permet de faire des guides qui ne sont pas forcément des guides que tout le monde ferait. Par exemple, Hawaï, c'est les seuls à le faire. C'est un peu un risque, parce qu'effectivement, c'est pas une destination où vous courriez que très fréquentée. Il faut changer à Los Angeles, c'est compliqué. Il y a aussi des guides comme les Açores qui sont très nature, mais que personne ne fait à part des Allemands, même, je veux dire, à l'étranger. Donc, c'est des gens qui font des guides exclusifs parce qu'ils osent aller où les autres ne vont pas, tout en respectant le pays, en fait. Dans le sens, ils vont pas dénaturer en racontant n'importe quoi et en plaquant des clichés. Et ça, c'est très agréable. Parce qu'il faut savoir que le Petit Futé, ils vont très loin dans l'analyse d'une destination. Ils mettent en avant, c'est vrai, toute la partie géographie, histoire, etc. Mais on va s'intéresser vraiment à la société à l'instant T, à ce qui se passe au niveau politique. D'accord. Donc, c'est presque parfois une mini-thèse sur le pays que même les locaux n'auraient pas connaissance. Enfin, Et tu dirais qu'il te faut combien de temps pour écrire un guide ? pour écrire un guide, ça dépend de la vitesse d'écriture, hein, mais je dirais en le faisant vraiment tous les jours, entre 1 et 2 mois. Ouais, d'accord. Sachant qu'il y a des interfaces, que c'est assez bien fichu, qu'on n'est pas comme ça, tout seul avec sa petite feuille de papier. Bien sûr. C'est bien fait, et bien sûr, on n'est pas tout seul. Nous, on est au début d'une chaîne. Après, il y a ceux qui nous relisent en interne, qui, bien sûr, ont le recul, parce qu'ils connaissent la destination des responsables de zone, pour te dire, ah non, mais moi, j'ai lu dans une petite revue de presse qu'en fait, il y avait quand même un problème sur ce point-là, tu l'as pas vraiment évoqué, ce serait bien que Ouais. tu fasses. Et donc, on est relu. Après, il y a tout ce qui est maquette, il y a tout ce qui est côté digital aussi, parce qu'il faut savoir que maintenant, la charte du Petit Futé, des guides, elle a complètement changé. C'était juste avant la pandémie, donc les gens ne le savent pas encore forcément parce qu'ils n'ont pas beaucoup utilisé, mais c'est des guides nouvelles chartes qui sont beaucoup plus magazines, avec plus de photos, beaucoup plus d'interviews en fait, qui vont apparaître sur ton smartphone ou ton iPad quand tu vas faire glisser en fait l'écran sur le bouquin. Et notamment, il y a 600 interviews de tous les auteurs des guides qui sont sur le site, sur la partie YouTube du Petit Futé. Génial, c'est que moi je m'occupe aussi de faire les interviews vidéo Skype de tous les auteurs des guides Petit Futé en France et dans le monde. En fait, à chaque fois, on voit ma petite tête dans l'écran et j'interviewe toujours, c'est les mêmes questions. C'est les meilleurs plans, balades, visites, restaurants, le meilleur bon plan de tous les bons plans, quels souvenirs il faut ramener à la destination. Et ce qui est génial, c'est que en réalité, le Petit Futé met très en avant ses auteurs, ce qui n'est pas le cas de toutes les maisons d'édition. Je n'en citerai pas, mais les gens sauront. Je ne suis pas là pour critiquer la concurrence, mais ils sauront que tous les auteurs ne sont pas mis en avant dans les guides. Et là, il y a vraiment ce côté insider des auteurs qui vous donnent leurs conseils en plus avec cette nouvelle charte. Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment génial. Et les nouveaux guides du Petit Futé, ils sont vraiment très modernes, très dans l'air du temps. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est fait pendant des années et je trouve ça super parce que justement, ils savent avancer avec leur temps. Et c'est ça que j'aime bien, c'est des gens créatifs, ils ne s'endorment jamais. Et c'est aussi parce que ça appartient non pas à un groupe, mais à deux amis de grande école, qui sont Jean-Paul Labourdette et Dominique Ozias, qui sont des gens brillants, qui tiennent ça vraiment à leur niveau et qui ne sont pas fait embarquer par un gros groupe. Et donc, quand on a une idée, une question, quoi que ce soit, ça va très très vite, c'est efficace, on ne doit pas demander à 25 000 personnes pour que ça se fasse. Donc ça permet de vraiment bosser en bonne intelligence et d'avoir des guides de qualité. Ouais, c'est génial. Et c'est vrai que les gens qui commencent à utiliser les guides Petit Futé, ils deviennent assez vite addicts parce que c'est une autre approche. Voilà. Ok. Et j'ai aussi envie de parler de tes podcasts, les podtrips de Salia. Est-ce que tu peux me raconter comment ça a commencé, comment t'es venue l'idée et surtout que j'ai l'impression que ça a pris rapidement de l'ampleur. Alors c'est une bonne question parce que c'est vrai que en fait c'était lié un peu à mes guides de voyage. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? J'en ai écrit beaucoup et comme je t'ai expliqué, je m'insère vraiment dans la société. À la fin, c'est comme si j'habitais sur place. Et je rencontrais tellement de gens intéressants, mais tellement. Et
Et je me disais, mais mince, tu pouvais faire des encadrés, mettre en avant tel restaurateur. Mais il y avait des gens, ils ne pouvaient pas rentrer dans une case, dans le guide. Impossible. Alors comment je pouvais faire pour quand même les conserver quelque part et pas perdre cette histoire que j'avais. Je ne savais pas comment faire. Alors il se trouve qu'il y a une amie, une bonne amie qui s'appelle Katia Thomas et qui a un podcast qui s'appelle Les Podcasts. C'est un des podcasts beauté où on interviewe des directeurs de marques dans l'univers des cosmétiques et de la beauté. Qui me dit, mais attends, mais tu devrais faire un podcast. C'était au tout début des podcasts, on va dire en France. Alors, c'était très longtemps que c'était dans d'autres pays comme les États-Unis, etc. Mais il y a 3 ans à peu près. Et moi, quand elle me dit ça, je lui dis, ah, mais génial, mais moi déjà, les podcasts, je savais pas trop ce que c'était à ce moment-là. Je commence à découvrir avec elle et je trouve ça génial. Je dis, mais attends, c'est très moderne, c'est un outil de communication incroyable, mondial, mais tu devrais faire ça, pourquoi tu fais pas ça? Et je lui dis, allez. Elle m'explique 2-3 trucs techniques et j'ai commencé. J'ai commencé justement par une chef de cabine d'une compagnie aérienne à Dubaï, qui était une copine à moi française que je voyais souvent à Paris, qui est dans l'escale, et qui m'a raconté Dubaï, qui m'a raconté un petit peu tous ses voyages, parce que c'est pas la chef de cabine, j'ai envie de dire un peu nunuche, hôtesse, qui va dans son hôtel de luxe et qui dort et qui repart. Ouais. Elle, c'est une folle. Elle part, elle va travailler, elle va aller au Kenya dans une association où elle va sauver des éléphants pendant son escale, elle repart. C'est ce genre de fille, très dynamique, très indépendante. Une fille que j'adore qui s'appelle Brigitte. On pourrait écouter ce premier podcast que j'avais fait finalement dans un restaurant à Paris dans des conditions assez rudimentaires. Et finalement, le podcast est très très bien marché. Et comme quoi l'histoire porte plus parfois que le côté technique. Bien sûr, évidemment. Ça m'a vachement rassurée. Je me suis dit, en fait, je peux en faire sans être avec du super matos. Après, je me suis améliorée au niveau technique. Au début, je l'avais fait qu'avec mon iPhone. En fait, après, j'ai acheté un micro. Et j'ai commencé à en faire plein. Et partout où j'allais, dès que je me disais, oh, mais lui, elle, c'est juste une histoire incroyable. Ils pourraient me raconter leur destination, mais aussi leur parcours. Et par exemple, à Hawaï, il y a une Française qui est originaire du Var, qui a une agence de voyage qui s'appelle Clémentine in Hawaii, qui est une fille incroyable, qui va vous raconter vraiment tout Hawaï, mais en mode insider et en même temps avec toutes les astuces des locaux, parce qu'elle vit là-bas, et tout en étant très française, donc en comprenant ce que les gens attendent. Donc, en fait, ça a été comme ça. J'ai interviewé aussi des artistes à Cuba, par exemple Raoul Paz, qui est un artiste cubain, mais qui est aussi français, puisque sa femme est martiniquaise et il a vécu en France. Et c'est un mec qui est absolument génial, qui a eu sa carrière en France et qui a encore des liens, puisqu'il a fait un album avec Florent Pagny, justement, il y a peut-être 2 ans de ça, et qui travaille avec beaucoup d'artistes français. C'est quelqu'un qui est devenu un ami à la Havane, on se voit tout le temps. Enfin, et c'est parce que, en fait, comme je fais aussi le guide Cuba depuis 10 ans, évidemment, il y a une richesse culturelle à Cuba qui est fascinante. Donc à chaque fois, j'ai envie de faire des podcasts. Et là, c'était un francophone, c'est encore mieux. Donc il y a lui. Il y a à Miami où je vais souvent, le directeur de l'hôtel Biltmore, qui est un hôtel iconique de Miami, qui est à Coral Gables, où il y a eu plein de films qui ont été tournés. Il y a l'histoire d'Al Capone qui est allé là-bas, qui s'enfuit, encore des impacts de balles, des suites. Pareil, j'ai interviewé donc ce directeur parce que je fais aussi des podcasts en anglais de plus en plus, parce que bon, les traduire, des fois c'est pas toujours simple avec un petit moyen, il faut trouver la petite VF et tout, mais disons comme tout le monde parle anglais, je le fais. Donc Gene Prescott, c'est vraiment incroyable, c'est un type qui a peut-être 72 ans, qui raconte comment il a racheté cet hôtel pendant la crise en 2008 et comment c'est devenu son petit bébé. Et c'est un entrepreneur incroyable qui est aussi ami avec Bill Clinton. Enfin, donc il raconte tout ça et donc c'est des gens que j'aurais pas pu mettre dans les guides. Grâce au podcast, ce qui est fascinant, c'est que j'immortalise ces histoires parce que finalement le numérique, moi je pense que c'est éternel et que autant que les livres et au final c'est mondial et instantané. Donc je trouve que vraiment l'outil podcast c'est magique. Et à quel moment tu dirais que ça a pris de l'ampleur ? Oui, alors très bonne question. Ça a pris de l'ampleur étonnamment pendant la pandémie, c'est-à-dire le confinement 1. Bon, alors là, on va quand même en parler, de ce moment douloureux dans ma vie, de voyageuse, de globe-trotteuse. Je me suis retrouvée chez moi, c'était fini, classe, fini. On est à Dubaï, quand même pour classe, mais je le disais avant parce que je suis quand même algérienne. Et donc là, c'est le drame. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais partir en Floride, ça s'annule. Je suis en train de fermer les frontières. Je vais partir à Cuba, ça s'annule. Même à Paris, ça s'annule, tout ferme. Parce que j'écris aussi le guide sur Paris. J'étais au bout de ma vie, on peut dire ça. Et j'ai eu comme un choc quand même, comme tout le monde. Personne ne s'attendait à ça, personne. Je veux dire, qui l'aurait imaginé quelle année 2020 pourrie, 2021 pas mieux. Mais bon, on y croit pour 2022. Et donc, qu'est-ce que je me dis à ce moment-là ? Je peux pas rester comme ça à rien faire. Bon, c'était au-delà du côté boulot financier, parce que j'avais quand même du travail à faire en back-office. Ça allait aller. Mais non, mais c'était le côté de me retrouver chez moi à plus pouvoir voyager, quoi. C'était m'enlever un peu mon oxygène, quoi. C'était
c'était dur. Alors, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, il faut que je trouve un truc. C'est pas possible. Comment je pourrais continuer à voyager sans bouger de chez moi et en même temps faire voyager les gens? Parce que je m'aperçois aussi que tous les gens que je connais des offices de tourisme étrangers et tout, ils ont les mêmes problématiques. Et aussi, comment communiquer sur une destination en pleine pandémie alors qu'il y a des gens qui meurent et que c'est une maladie dont on ignore tout et on ne sait même pas si on va pas en mourir à ce moment-là. On est tous angoissés. Je me dis, on va pas se laisser abattre. Non. On va trouver une solution. Et je réfléchis. Et puis je me réveille un matin. Et ça a vraiment été comme ça. Je me dis, je vais créer une série de podcasts sur ma chaîne, donc les podcasts de Salia, qui s'appellera Voyager confiné. Et voyager confiné, c'est quoi? C'est tout simplement l'idée de voyager sans bouger de son canapé, en écoutant un spécialiste de la destination. C'est une super idée. Qui va vous raconter la destination, mais avec des rubriques, on va dire, des questions qui reviennent régulièrement. Finalement, les auditeurs vont s'y retrouver. Donc j'ai étudié une sorte de questionnaire que j'ai établi. Et j'ai commencé par l'Indonésie, parce que je connaissais la directrice de l'office de tourisme que j'avais rencontrée récemment dans un salon. Et donc moi-même, j'étais pas allée en Indonésie. Et puis j'ai commencé avec l'Indonésie quand même, un pays continent, qui est immense, d'ailleurs pas très loin d'ici, de Dubaï aussi. Ça rouvrira un jour, je dirais. Puis après, j'ai fait Hong Kong, après j'ai fait la France, parce que la France est fermée aussi. Et en fait, ça a pris une ampleur assez dingue parce que Tourmag, pour qui je travaillais, et pour qui je travaille toujours, je leur explique, ils trouvent l'idée géniale, et ils décident de diffuser aussi les podcasts. Mais le déclic, ça n'a pas été ça, c'est qu'il y a le Nouvel Obs qui a repéré mes podcasts et qui m'a classé dans les 10 meilleurs podcasts voyage de France. J'étais avant Europe 1, j'étais avant tous ces podcasts voyage. Enfin, ce sont en fait des émissions podcastées. Et donc là, ça a été évidemment un gros éclairage parce que c'est des médias, on les achète pas quoi. Ils vous cherchent, ils vous trouvent, ils vous écoutent, ils vous aiment, ils vous mettent. Donc du coup, ça m'a donné un petit boost. Et après, donc Tourmag qui relaie mes podcasts. Ensuite, je me suis retrouvée interviewée sur France Info TV. Ensuite, j'ai eu vraiment toute... Ça a ouvert plein de portes. Ouais. En fin de compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans les pires moments de crise, moi je retiens ça. Et on la traverse encore cette crise malheureusement et on ne sait pas jusqu'à quand elle va durer. 2022, on n'en sait strictement rien. Oui, qu'il y a un variant de la planète Mars, je ne sais pas. Et j'espère pas. Et ben, je me dis qu'il ne faut pas justement baisser les bras. Et que justement, la crise, elle est là pour nous obliger à nous réinventer. Et je crois vraiment à ça. Et je pense que finalement, c'est une forme de chance. Parce que si finalement tout va bien tout le temps, on ne se réinvente pas. Et j'ai une question aussi qui me vient du coup, et je pense que c'est très intéressant pour ceux qui nous écoutent. Comment te viennent toutes tes idées? Parce que tu es quand même ultra créative, tu es quand même ultra inspirée et inspirante. Comment ça te vient, toutes ces idées? Mes idées de podcast? Ouais, tes idées de podcast. Là, par exemple, de faire un guide sur le digital nomadisme que tu proposes au Petit Futé. Comment ça te vient? Quelles sont tes inspirations? Et comment me viennent ces idées? Eh bien, écoute, je vais te dire. Je ne sais pas. En fait, je sais. C'est-à-dire que je sais à peu près, j'essaie de me l'expliquer. Je pense qu'il ne faut jamais s'endormir, en fait. Je pense qu'il faut être en harmonie avec soi et avec le monde. Et c'est vraiment quelque chose, pour moi, qui est très important. C'est-à-dire, j'essaie toujours d'être, comme on dit, alignée, en accord avec moi-même et de ne pas être en contradiction avec mes valeurs. Donc déjà, à la base, je suis bien. Donc forcément, comme je suis bien, que je suis en équilibre avec moi-même, je suis plus alerte sur ce qui est autour de moi. Parce que je ne suis pas auto-centrée comme fille. Même si je fais beaucoup de selfies, que je raconte ma vie et tout. Moi, ça fait partie du jeu. Et non, mais en fait, c'est ça. C'est que comme je suis alignée, que je mène la vie dont j'ai toujours rêvé. C'est-à-dire, c'est exactement ce que je voulais être. Donc en fin de compte, je suis bien. Donc à partir de là, je ne peux que soit vouloir maintenir ça, soit m'améliorer. Et donc pour m'améliorer, en fait, c'est impossible de le faire sans être en accord avec ce qu'il y a autour de moi. Donc je vais toujours essayer, par exemple, typiquement, pourquoi je suis venue à Dubaï. Je ne me sentais pas bien à Paris parce que ça ne me correspondait pas, parce que je trouvais que c'était trop strict ce qui se passait là-bas, que pour moi c'est une forme de dictature sanitaire, j'ai pas envie de le dire, et que du coup il fallait que je parte. Donc j'ai fait, ok, t'aimes voyager, tu veux être en accord avec toi-même, tu veux vivre ta vie habituelle en rencontrant des gens et tout ça, il faut que tu partes. Et donc je suis partie. Et donc à partir de là, forcément, ça va me donner d'autres envies de créer, ça va m'ouvrir sur d'autres choses parce que j'ai pas peur de sortir de mes limites en fait. C'est-à-dire si je vois que ça va pas, je vais vraiment, et c'est pas juste pour le dire, je vais vraiment sortir de ma zone de confort. Et finalement le voyage c'est ça, c'est en permanence sortir de sa zone de confort parce que on est toujours confronté à l'inconnu, surtout quand on part longtemps, c'est pas un petit city break où là on se dit je parle pas la langue. Je connais pas du tout les gens, je vais devoir tout commencer à zéro. Et en fait, recommencer à zéro tout le temps,
c'est finalement se réinventer. Et c'est ça qui te pousse à être créatif. Donc en fait, tu es dans un mécanisme permanent de créativité parce que rien n'est donné à la base. En fait. Pour ça, je pense que je suis comme ça. Et après, je te dis, cette curiosité, et puis cette envie toujours de s'intéresser. Et toujours s'étonner. Pour moi, c'est important. Tu vois, je vois beaucoup de belles choses dans ma vie. Je fais partie des gens qui ont vraiment un privilège incroyable de découvrir des endroits magiques, encore récemment les Maldives. Mais je vais toujours m'émouvoir, je suis jamais blasée. En fait, le problème qu'il y a souvent chez les journalistes dans le tourisme, et ça je le dis, les gens qui connaissent ils sauront pourquoi je dis ça, c'est que les gens sont parfois blasés. Donc heureusement je suis pas tombée là-dedans, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec certains journalistes comme ça. Et je trouve ça dommage parce que finalement c'est eux qui sont malheureux. Donc maintenant on va parler de Dubaï justement, puisque tu y es depuis quelques semaines. Donc déjà, qu'est-ce que tu y fais? Alors, ce qui est drôle avec Dubaï, c'est que j'étais venue il y a 10 ans. J'avais fait Dubaï Abu Dhabi pour le petit futé. J'avais fait les guides. J'avais beaucoup aimé, en fait. Le côté international, le fait d'être au milieu du désert, l'histoire de ce pays, quand même, qui est hallucinante. Ils ont fait quelque chose d'impossible, quoi. Ils ont créé une ville au milieu du désert. Bon, évidemment, c'est une civilisation avec beaucoup d'histoire. On se souvient que c'était des bédouins... limite un peu idiot, c'est scandaleux de dire ça parce que c'est pas vrai, il y a toute une histoire, il fallait que je découvre Dubaï, c'était obligé que j'y aille un jour. Mais il y a eu l'opportunité de boulot parce que c'était un expatrié ici qui faisait le guide et qui finalement est parti. Et on m'a dit voilà, parce qu'à ce moment-là j'étais comme en dispo pour eux tout le temps, parce que je m'étais mis en off de l'ancienne boîte de prod là où je travaillais, et j'avais comme 2 ans, j'avais des indemnités, j'avais le chômage, j'avais tout, en plus je gagnais tout bien sur la collectivité, donc j'étais off pendant 2 ans et j'ai vraiment fait un petit tour du monde finalement. Et donc Dubaï, il fallait que j'y aille. Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, mais après, comme j'ai commencé à faire des guides régulièrement sur la Floride, sur Cuba, qui étaient vraiment mes destinations fétiches, je ne pouvais plus retourner à Dubaï et j'ai dû laisser le guide pour d'autres gens et ça s'est très bien fait après moi. Hein. Il y a d'ailleurs aujourd'hui une expatrienne, Sophie Lozano, qui le fait, qui évolue très bien, mais peut-être que dans 1 an, ce ne sera pas plus elle, mais pour l'instant, elle s'éclate à le faire et tant mieux. Donc du coup, Dubaï, gros coup de cœur, mais j'y suis pas retournée parce que voilà, la vie, et puis je faisais des guides. À un moment, on peut pas, il n'y a que 12 mois dans l'année, donc je pouvais plus revenir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu effectivement, comme je disais, la pandémie, et tout le monde parlait de Dubaï, et j'ai des amis quand même qui vivaient ici, qui me disaient, tu sais, ici ça va, finalement on vit quand même. Des amis qui sont venus aussi à Noël, notamment une amie à moi qui est Marie-Christine de Varanguin, qui a été la guide, qui m'avait fait découvrir à l'époque Dubaï, la partie architecturale, et on était même allé au Burj Khalifa tout en haut, qui avait ouvert depuis peu. Très émouvant. Il y avait Renaud Muselier d'ailleurs qui était là, qui est aujourd'hui président de la PACA, mais qui à l'époque dirigeait l'Institut du monde arabe. On avait fait une visite ensemble avec lui et Marie-Christine de Varanguin qui me dit ça ne dérange pas de le faire avec Renaud Muselier? Je dis mais pas du tout, il est très sympa, il était avec sa fille. Bon, aujourd'hui il dirige la PACA, c'est marrant, on appelait tout le temps la petite futée, on était restés en contact, c'était rigolo et j'avais adoré cette expérience de découverte de la ville et tout, mais je pensais pas y retourner en fait. Parce que je m'étais dit c'est bon, je l'ai fait. Mais en même temps tout le monde en parlait, et pendant la pandémie encore plus. C'était devenu le centre du monde. Cette guide avec qui je suis toujours restée en contact m'a dit mais c'était génial, j'étais à Noël parce qu'elle est retournée vivre en France depuis par rapport à son mari. Elle manque beaucoup Dubaï, elle a vraiment une affection énorme pour Dubaï. C'était très dur pour elle de revenir en France et elle m'a dit tu dois y retourner. Bon, et j'y retourne. Voilà, un peu pas sur un coup de tête, mais parce que j'avais fait un podcast sur les Maldives, sur l'hôtel Constance El Haveli à distance, justement pendant la période de confinement 2. Et il m'avait dit, écoute, ce serait bien que tu viennes, quand même que tu découvres notre hôtel, tu fais une série de podcasts, on t'invite. J'avais jamais vu les Maldives. Allez, c'est le confinement, encore pas vraiment le confinement, mais ça allait être bientôt un autre confinement. Finalement, bon voilà, au moment où on enregistre ce podcast, il y a juste le couvre-feu et on ne peut pas voyager. Et je suis partie juste avant qu'il fasse les restrictions de voyage, parce que j'ai senti ça venir. Et je devais donc faire un stop à Dubaï, au départ de quelques jours. Mais j'ai étendu mon séjour, puisque je suis partie beaucoup plus tôt, pour échapper aux restrictions. Et quand je suis revenue à Dubaï, je me suis dit, mais en fait, c'est génial ici, pourquoi je vais retourner en France? Déjà, premier feeling. Parce que je me suis sentie en sécurité, comme tu sais très bien, c'est propre, il y a les distances qui sont respectées, le Covid il est mieux géré qu'ailleurs, il y a moins de monde, les gens sont vaccinés, enfin ça avance beaucoup plus vite qu'en France. Ok, il y a une population plus petite, mais il fait beau, je peux travailler de n'importe où, il suffit que j'ai le wifi. Alors pourquoi je rentrerai? Donc cette question se pose assez vite. Je vais aux Maldives, et aux Maldives, alors là, je me trouve sur le paradis sur Terre. C'est mort, je ne rentre pas. Je ne peux pas rentrer parce que je devais repartir en France à la fin de mon séjour aux Maldives avec un petit stop très très rapide à Dubaï et rentrer.
Mais dans ma tête, le choc aurait été trop violent. J'ai dit, je peux pas. Je vais pas m'imposer ça. Comme d'habitude, toujours être en accord avec soi, avec son environnement, essayer d'être le plus heureux possible. Parce que mon but, je le précise, c'est toujours d'être heureuse. Je vais tous les trucs qui me rendent pas heureuse, mais même dans mes fréquentations avec les gens. C'est vraiment ça. Tout en respectant les autres, bien sûr. On n'est pas dans... Et donc, du coup, je me dis, je vais rester. Et comme j'étais venue aussi, par la même occasion, faire des podcasts à Dubaï, parce que c'est ça que j'ai fait, je me suis dit, puisque je fais des podcasts aux Maldives, même dans mon premier stop, avant de partir, je me débrouille pour faire des podcasts et j'ai contacté des groupes d'hôtels, parce qu'évidemment, je sais comment ça marche, vu qu'avec le petit futé, j'ai fait ça 1 milliard de fois, et que mes podcasts sont suivis. Je savais que dans les Émirats, ils étaient assez avant-gardistes sur les podcasts par rapport à la France, où des fois, effectivement, on ne sait toujours pas ce que c'est, ça c'est un peu mais ça commence à changer, heureusement. Et donc j'ai commencé à contacter des groupes d'hôtels, par exemple Jumeirah, qui a le Burj Al Arab, le Zabil Sarail. Je suis allée dormir dans ces hôtels. J'ai fait des podcasts avec la direction, avec les responsables, les chefs. Après, j'ai contacté aussi Kempinski, parce que je connais bien le groupe, puisque je suis amie aussi avec le directeur du Kempinski Havana, qui est Xavier Descrivain, un Français très sympa qui est dans le board du Kempinski. Je lui dis attends, je vais à Dubaï, tu pourrais quand même me mettre en contact avec Kempinski Mall of the Emirates, c'est une belle opportunité pour eux. Donc en fait, assez rapidement, avec mon petit réseau, j'ai mis en place ces séjours. Donc ils m'offraient 2 nuits, je découvrais l'hôtel, la cuisine et je faisais le podcast. Mais après, quand je suis rentrée des Maldives, j'allais pas faire non plus 12 000 podcasts, surtout que c'est quand même du travail, tu le sais, il faut monter. Je veux pas, fallait que je vive quand même. Je pouvais pas faire un podcast en podcast. Faut les interviewer les gens. Faut envoyer les mails. Donc je me suis dit non, je vais faire un long stay comme on dit ici, donc un long séjour. Donc j'ai réussi à obtenir un tarif intéressant dans les hôtels là du Hilton dans le quartier d'Al-Sif, qui est un nouveau quartier de Dubaï. Où on se trouve actuellement. Voilà, où on se trouve actuellement. Et donc du coup je reste là 1 mois et je me suis dit que c'était très bien pour s'expatrier parce que je suis vraiment typiquement dans cette espèce d'ambiance de nomade digital. Vraiment, je le vis en ce moment. C'est-à-dire, je vais un peu à la piscine, je me mets sur la terrasse, je travaille. J'allais te demander une journée type, donc c'est parfait. Alors, oui, et donc en gros, je me lève, je vais faire un peu de gym parce que c'est important de rester actif. C'est très important pour moi. Parce que l'hygiène de vie, c'est la base. Si t'es bien dans ta peau, dans ton corps, tout le reste, ça va quand même. Surtout en cette période de Covid, faut faire gaffe, je pense. Donc du coup, gym, petit déj, et après je me mets sur la petite terrasse là où on est, je bosse, je fais mes interviews Zoom, je fais mes petits articles, ensuite je me repose un peu, je reprends, et en fin de compte, je vois des amis aussi, j'essaie de rencontrer des locaux, des habitants d'ici, des expats que je connais, aussi des gens que je connais pas, parce que j'essaie de garder ce côté aventure, malgré le fait que effectivement je suis toujours en train de bosser parce que c'est beaucoup de travail, parce que je travaille pour tous ces médias là justement, et donc tout à l'heure par exemple j'ai fait une interview d'un des responsables de Fairmove, donc ce nouveau site dont je parlais tout à l'heure, qui va me parler de différentes destinations, notamment la Réunion, il va me raconter ça, donc en fin de compte Dubaï c'est un peu le centre du monde pour moi en ce moment, parce que c'est un des rares pays qui a fait le choix de rester ouvert et où on peut voyager à partir de là. Donc, j'irai peut-être en Tanzanie d'ailleurs à la fin du mois. Ah, trop bien. Parce qu'il se trouve que je connais l'ambassadeur de Tanzanie, que je lui ai dit que j'étais à Dubaï, que je pouvais voyager à partir de là. L'ambassadeur de Tanzanie en France, Samuel chez Nido, je prononce bien, qui est vraiment quelqu'un de super et qui veut toujours faire la promotion de son pays. Et Zanzibar, c'est aussi une des destinations qui attire encore les touristes et qui est ouverte. Alors oui, il faut faire les tests PCR, etc. Mais ça se passe bien. Il y a aussi le côté safari sur la Tanzanie continentale, puisque Zanzibar est une île. Et donc je me dis, je vais faire ça. Et en fait, c'est comme si de Dubaï, l'espoir était revenu, on va dire, dans ma vie par rapport au voyage. Parce que tout d'un coup, c'est encore possible de voyager et de voyager ailleurs qu'à Dubaï. C'est-à-dire que, oui, à Abu Dhabi à côté, bon, même si il y a le test PCR aussi, il y a les autres Émirats. Et puis, à un moment, ça va rouvrir dans la zone, Oman, etc. Donc, je sais que finalement, c'est le nouveau centre du monde. Et finalement, Paris est devenu une ville fantôme pour moi aujourd'hui. Et pourquoi j'y serais restée ? Donc, en fait, je me suis expatriée ici, réellement. Ça ne dit pas son nom, mais c'est une forme d'exil. Parce que je pense que Dubaï a fait le bon choix. Et ils sont très intelligents dans la gestion de leur tourisme. Parce que, bien sûr que l'Europe a fermé. Ok, on ne voyage pas. Mais ils ont capitalisé sur tous ceux qui étaient déjà ici et qui ne veulent plus partir. C'est un vrai phénomène. Je me suis baladée dans plein d'hôtels, parce que je n'ai pas tout de suite été dans cet hôtel-là. Il y a énormément d'Européens nomades qui travaillent avec leur ordi, qui font leurs conférences Zoom. Il y a des Anglais, des Allemands. Ouais, qui sont là pour 2, 3 mois, 4 mois. Et... Comme je les comprends, comment on peut se dire, alors que là on a une vie normale, la vie d'avant, quasiment la vie d'avant, je vais retourner à cette espèce de système coercitif. Alors oui, on me dira que c'est un peu égoïste que je dis, parce que c'est vrai qu'en France, il y a des personnes âgées, des gens fragiles qui peuvent être malades, éviter le Covid. Oui, mais si finalement
on avait la possibilité de choisir une vie différente sans les mettre en danger en partant ailleurs. Et bah, pour moi, c'était ça, c'était Dubaï. Comme ça, au moins, on gêne personne. Et en même temps, on ne s'enlève pas ces mois de vie parce que j'ai l'impression que ce système de confinement, couvre-feu, c'est comme nous enlever des mois de vie, mais de quel droit? Mais moi, j'ai choisi de ne pas subir et de venir. Et c'est pas cher les billets, en plus, soyons clairs. Et la vie ici n'est pas chère dans le sens où les hôtels, je vais vous dire sincèrement, j'ai été très surprise. J'en parlais même avec des directeurs d'hôtels ici qui ne savent pas forcément s'ils sont en luxe ou pas. Ils ont été très surpris. Un hôtel 4 étoiles aujourd'hui, vous allez sur Booking, je parlais d'un 4 étoiles, bon niveau, qui est neuf. 40 € la nuit. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est un budget, mais c'est un budget tellement dérisoire par rapport au confort de vie, à la qualité de vie que ça va m'apporter. Au moins pendant un temps, ce sera une bulle d'oxygène. Et évidemment, le Covid, ça ne durera pas éternellement. Je suppose qu'au printemps, ça ira mieux. Et à ce moment-là, je rentrerai. Mais pourquoi le faire avant? Alors que je peux travailler ici et en réalité, d'avoir des bonnes conditions de travail, ça rend plus efficace. C'est comme le stress. Parce qu'on enlève le stress là. C'est comme du stress. Donc forcément, on est plus efficace. Et oui, on va travailler mieux. On est mieux reposé, on est plus inspiré. Et je pense que tous ceux qui ont la possibilité de le faire devraient le faire. Et je suis sûre qu'il y en a plein qui le feront de plus en plus. Et donc ce guide du travailleur nomade du Petit Futé, il est tombé à point. Quand je suis venue, que j'avais décidé ça, il m'aurait totalement. Ouais. Je l'aurais pas dit, parce qu'en réalité, je reste indépendante. Ils connaissent pas ma vie. Je suis pas liée au corps avec le Petit Futé non plus. Mais ils l'ont découvert et ils se sont dit, mais ils ont eu la même idée. Donc finalement, je pense, c'est cette histoire des planètes qui s'alignent. Je pense que finalement, il n'y a pas de hasard. Tout arrive pour une raison, comme disaient les Américains. Et en réalité, ça devait arriver que je sois à Dubaï, c'était pareil, être en harmonie avec soi, avec les autres, avec son environnement. Finalement, tout va couler de source, tout va être fluide. Je pense que c'est ça en fait. Le secret de tout ça et pourquoi ça se passe bien. Alors oui, je dis pas que j'ai jamais de problème, attention, j'en ai. Mais j'ai une façon de les voir qui va être différente. Je me dis toujours que finalement, un problème, c'est quelque chose de positif parce que c'est pas arrivé par hasard non plus. Ouais. Ça va t'apprendre autre chose et sur toi peut-être et sur les autres et tes limites. Et aujourd'hui, à Dubaï, j'ai pas envie d'en partir. Je le dis sincèrement. Et c'est pas, ils m'ont pas du tout acheté. J'ai fait aucun deal avec l'Office du tourisme, même si j'ai fait un podcast avec le directeur de l'Office du tourisme de Dubaï, Issam Kazim, qui est un mec génial, un Émirati absolument passionnant, très ouvert sur le monde, avec une vraie vision de son pays. Il parle beaucoup d'ailleurs de développement durable, comme tu sais. Et donc du coup, j'ai pas envie de partir, non. Pour l'instant, non. Et j'espère que la France redeviendra le grand pays du tourisme que c'est, parce que je trouve ça quand même dramatique, et ça c'est un point de vue personnel, que ce pays qui est quand même la première destination touristique mondiale ait fermé ses portes au monde pour des raisons sanitaires. Je pense qu'il est trop tôt encore pour juger tout ça, mais qu'on y pensera après et qu'on dira que c'était peut-être pas la meilleure idée, peut-être qu'il aurait fallu faire comme Dubaï. Peut-être, je sais pas, je suis pas dans la politique, mais je pense que c'est quand même une décision radicale qui aura des effets néfastes plus sur le long terme. Et quand je vois que Dubaï aujourd'hui a eu un éclairage incroyable, ça fait partie des rares destinations ouvertes encore dans le monde, je pense qu'ils ont fait le bon choix, un choix risqué, mais le risque paye. Et comme tu le sais avec le podcast. Eh bien, merci beaucoup Salia pour cette interview. Et on peut te retrouver où? Ah oui, alors sur mon Instagram, Salia la journaliste, S-A-L-I-H-A, la attachée journaliste, c'est tout simple. J'avais pas d'idée quand j'ai créé mon Insta, j'ai mis ça. J'ai dit après tout, ça me définit. J'ai aussi les pod trip de Salia, donc un pod trip en anglais avec un S, 2.Salia. Et sur Google, en fait c'est hébergé sur SoundCloud, parce que voilà, au début SoundCloud c'était bien, maintenant je trouve c'est mieux entre parenthèses, mais du coup c'est sur toutes les plateformes aussi, Apple Podcast, Spotify, Deezer, enfin voilà, c'est facile de s'abonner. Bon merci Salia, à bientôt.